Dans son ouvrage Tusculanes, Cicéron critique indirectement les combats de gladiateurs en les associant à la cruauté de certains individus et en opposant cette barbarie à la sagesse des philosophes. Écoutons Cicéron qui nous dit ceci. « Qu'est-ce qui est plus misérable, dit-il, que les jeux des gladiateurs, qui pour beaucoup de gens sont une grande distraction ? Ce n'est pas chez les philosophes que l'on trouvera cette dureté barbare, mais chez ceux qui sont en dehors de la raison et donc de l'humanité. » Pour Cicéron, comme pour Sénèque, les jeux du cirque ne sont qu'un divertissement et un divertissement cruel. Mais le combat de gladiateurs n'a pas toujours été un divertissement, et l'émission de la journée essaiera de rétablir une certaine vérité sur la vie des gladiateurs, parfois éloignée de la version hollywoodienne que nous connaissons. Même si, je l'avoue, je suis un inconditionnel du film Gladiator de Ridley Scott, qui a été tourné il y a déjà 25 ans, c'est aujourd'hui un voyage de 2500 ans que je vous convie. JM Analysis, un autre regard. En fait, ces combats, si l'on remonte à une époque lointaine, avaient une origine qui était purement religieuse. Les anciens Italiens, notamment les populations que l'on appelait étrusques, pensaient que l'âme survivait au corps. Et lorsqu'on avait des funérailles, les funérailles de leurs ancêtres, ces premières populations étaient vraiment persuadées que la vie continuait après la mort du corps. Lorsque l'on glissait ce même corps dans le sépulcre, on disait en latin « sit tibi terra levis », ce qui veut dire que la terre, à toi qui viens de mourir, te soit légère. C'est-à-dire que ce nouvel état qu'est la mort t'apporte la paix et que la terre qui recouvre à présent ton corps ne soit pas un fardeau. Alors on continuait la logique de cette croyance. Comme il y avait une vie après la mort, il fallait bien distraire notre défunt. Et comment le faire ? Alors on plaçait dans le tombeau tous les objets qui pouvaient servir aux morts. On plaçait du vin, on plaçait des petits pots qui contenaient la nourriture préférée de notre mort. Et puis on allait plus loin, on sacrifiait tout ce qui lui appartenait, jusqu'à des êtres vivants qui allaient l'accompagner au royaume des morts. Ce qui fait qu'on n'hésitait pas à sacrifier des chevaux, qui étaient ses chevaux. On sacrifiait également des esclaves qui furent ses esclaves, et qui, croyait-on, allaient continuer à servir le mort. Ce qui fait que, avant et bien avant les combats de gladiateurs, les anciens latins procédaient à des sacrifices humains. Et ce sont ces sacrifices humains, notamment les sacrifices d'esclaves, qui vont être à l'origine de nos combats de gladiateurs. Progressivement, on va utiliser, notamment dans l'Antiquité, le sacrifice de prisonniers de guerre. Pourquoi ? Parce que, si on y réfléchissait bien, les esclaves étaient utiles, et puis on s'attachait aux esclaves. Or, dans les cérémonies funèbres, eh bien, il était peut-être préférable de sacrifier des prisonniers, tout simplement. Et cette pratique, elle était déjà pratiquée, elle était déjà présente, disons plutôt chez les Grecs. Les Grecs, dans l'Iliade d'Homère, on se rappelle qu'Achille ordonnait que 12 prisonniers troyens de bonne famille soient égorgés, en quelque sorte en l'honneur de son ami Patrocle. Eh bien, on peut dire que dans le monde latin, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on pratiquait des massacres de prisonniers, et c'était monnaie courante. Lors des cérémonies mortuaires, mais les Latins prirent l'habitude, en quelque sorte progressivement, de faire combattre entre eux ces prisonniers. Alors pour une double raison.
le fait de faire combattre 2 hommes paraissait sans doute moins cruel que le fait d'égorger directement un prisonnier. Après tout, l'issue d'un combat est toujours incertaine. Et puis, il y a dans tout combat une dimension quand même de spectacle qui n'est pas à négliger, et de nombreux poètes, comme Juvénal, ont insisté sur le plaisir qu'avaient les Romains à voir ces mêmes combats. Alors, dans ces premiers combats, les prisonniers utilisaient une petite épée que l'on appelait gladius en latin, d'où le nom que l'Italie va utiliser pour nommer ses combattants, c'est-à-dire les gladiatores, les combattants, si je traduis le terme, les combattants à la petite épée. Et je dois dire que la popularité de ces combats funéraires alla grandissant. La foule, progressivement, se rassemblait, non seulement pour prier le mort, bien sûr, mais également pour assister à ces duels qui étaient terribles et bien sûr mortifères. Alors nos gladiateurs, il faut le savoir, étaient particulièrement bien soignés. D'ailleurs, lorsqu'à l'époque impériale, un latin avait fait un repas bien copieux, eh bien, ces Romains avaient l'habitude de dire « j'ai mangé comme un gladiateur ». Et on les entretenait physiquement comme on entretient un bétail précieux, en leur donnant toute la journée des cours sur l'art de combattre, bien sûr, mais également sur l'art de tuer. Progressivement, ces spectacles, qui au départ, je l'ai dit, étaient religieux, funéraires, sont devenus de véritables institutions, à Rome notamment, et l'un des premiers spectacles de ce type a été donné dans le marché aux bœufs, le Forum Boarium, qui est l'un des plus anciens forums romains, et ce spectacle a eu lieu aux environs, on va dire, de 260 avant Jésus-Christ. Ces cérémonies, en s'adressant au grand public, sont devenues de plus en plus sophistiquées, puisqu'il ne s'agissait plus, comme au départ, de montrer des combattants, mais de diversifier en quelque sorte les armes, les équipements, afin de donner un caractère encore plus spectaculaire, bien sûr, à ces combats. Alors Juvénal, le poète, critique clairement cette mentalité des Romains. Il déplore que le peuple romain, autrefois actif et politiquement engagé, se soit progressivement détourné des affaires publiques et se contente, dit-il à présent, de satisfaire ses besoins immédiats les plus superficiels, tels que la nourriture gratuite qui était distribuée et bien sûr les spectacles de gladiateurs. Cette critique est dirigée à la fois contre les citoyens romains, qu'il voit comme devenus apathiques, si vous voulez, et contre les dirigeants qui manipulent le peuple en utilisant ces méthodes pour conserver le pouvoir. Écoutons Juvénal qui critiquait cette soif de sang qui caractérisait le peuple romain. « Depuis longtemps déjà, dit-il, depuis que nous ne vendons plus nos suffrages, le peuple s'est désintéressé de tout, car lui qui autrefois donnait le pouvoir, les faisceaux, les légions, tout, maintenant ne se préoccupe plus que de 2 choses, du pain et des jeux. Panem et circenses, disait le latin. Et c'est un extrait de la 10e satire de Juvénal. Les gladiateurs avaient, comme au théâtre, des costumes, et ces costumes étaient définis d'avance. Avant de vous faire combattre, le laniste, qui était à la fois le chef d'orchestre de la cérémonie et en même temps le marchand de gladiateurs, le laniste vous examinait. Il examinait 2 choses. Il examinait tout d'abord votre musculature et puis également votre souplesse. Et en fonction de ces 2 paramètres, il allait vous donner ce qu'on pourrait appeler un accoutrement. Alors, les plus costauds rejoignaient la famille de ce qu'on appelait les secutores, c'est-à-dire qu'il fallait avoir, pour rentrer dans cette catégorie de gladiateurs, il fallait avoir une force monumentale pour manier une épée, un bouclier, mais en plus, on vous donnait une très lourde massue. Évidemment, il fallait avoir une force considérable. Les plus rapides. Alors les plus rapides, eux, faisaient partie de ce qu'on appelle les thraces, c'est-à-dire qu'ils portaient le costume des guerriers de la Thrace. Un petit bouclier rond,
une épée généralement de petite dimension. Tout cela permettait des déplacements très rapides. Vous l'avez compris, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que les Romains faisaient combattre en fait les contraires. La force, mais non pas la force contre la force, mais la force contre la rapidité. Le muscle du Cyclope, si vous voulez, contre l'intelligence d'Ulysse. Et cela donnait des spectacles particulièrement alléchants pour les Romains. Enfin, on avait des rétiaires, c'est-à-dire des hommes de grande stature, qui avaient souvent de très longs bras. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient être capables de lancer au loin des filets afin d'envelopper l'adversaire et le transpercer à l'aide de leur trident. Généralement, ces rétiaires que vous voyez dans les nombreuses mosaïques qui subsistent, ces rétiaires combattaient avec des myrmillons qui, eux, avaient un habit de Gaulois et qui portaient un casque qui avait une forme de poisson, d'où le terme de myrmillon. Le but du rétiaire était de capturer, comme un pêcheur, ce myrmillon et notamment ce casque qui était en forme de poisson. Alors lorsqu'ils lançaient leur filet, ils disaient souvent en latin « non te peto gale, sed piscem peto », c'est-à-dire « je ne veux pas de toi Gaulois, mais je veux ton casque, je veux capturer ton casque en forme de poisson ». Et puis les Romains en voulaient toujours plus. Ils étaient véritablement assoiffés de sang et ils réclamaient la présence de ce qu'on appelait les bestiaires. Les bestiaires, c'était des hommes qui avaient pour spécialité d'affronter les bêtes, c'est-à-dire les bêtes sauvages, soit dans un combat à mort, contre des ours, des lions ou des éléphants, soit des gladiateurs qui étaient capables d'apprivoiser les animaux et qui faisaient littéralement des tours de piste avec eux, comme dans les cirques traditionnels qui ont, disons-le, hérité de ces traditions féroces. Mais ce qui peut nous paraître extraordinaire, c'est que certains jeunes Romains décidaient eux-mêmes, sans être esclaves, sans être prisonniers de guerre, ils décidaient de devenir eux-mêmes gladiateurs. Alors ça m'a toujours un peu étonné, je dirais. Pour quelles raisons ? On peut se poser la question. Il est difficile d'ailleurs de donner des arguments précis. Certains jeunes Romains étaient peut-être désœuvrés, car je n'emploierai pas ici le mot de dépravé qui est donné par certains historiens. Il s'agissait peut-être de pensées suicidaires, car il faut le savoir, la mort était généralement le lot de cet engagement. Ou alors, ils espéraient peut-être sortir vainqueurs et avoir une gloire, si vous voulez, tant recherchée par ces jeunes aristocrates qui étaient sans but précis dans la vie. Alors ces jeunes gens devaient prêter serment afin de donner leur vie aux lanistes, et nous avons retrouvé un exemplaire d'ailleurs de ces serments qui font un peu froid dans le dos, chers auditeurs. Il s'agit ici d'un laniste du nom de Molpus qui recrutait ces gladiateurs volontaires. Écoutons ce serment. « Nous jurons, disait-il, d'obéir au maître Eumolpus, soit qu'il ordonne qu'on nous grille à mort, qu'on nous enchaîne, que l'on nous fouette ou poignarde à mort, et, comme de vrais gladiateurs, nous sommes décidés à dédier nos âmes et nos corps au service de notre maître. » J'ai envie de dire que même le contrat entre le docteur Faust et Méphistophélès paraît moins dangereux que ce contrat-là. Le gladiateur avait finalement comme droit principal tout simplement le droit de mourir, même si quelques heureux élus pouvaient parfois se retrouver affranchis. Mais je rappelle que pour se retrouver affranchi, il fallait survivre. Il fallait survivre au moins à 3 ans de combat, ou alors être acclamé par la foule qui décidait parfois de votre libération soudaine. Alors passons, si vous le voulez bien, à l'organisation du spectacle lui-même. Il y avait dans les spectacles de gladiateurs 2 commanditaires de spectacle. Il y avait tout d'abord les riches qui offraient à leur famille ce type d'événement. Et puis, bien sûr, les empereurs eux-mêmes qui voulaient s'acheter, en quelque sorte, les faveurs du peuple en flattant le goût du peuple pour les jeux. Non, ne cherchez pas d'illustration dans l'actualité récente, chers auditeurs.
Le fait pour les empereurs de procéder ainsi, c'est-à-dire d'utiliser les passions du peuple pour régner, c'est tout simplement ce que l'on appelle en français de la démagogie. Un nom d'ailleurs que, je me permets de le dire, les journalistes visiblement ne connaissent point. D'où l'intérêt, chers amis, de nos émissions de JM Analysis. Je profite d'ailleurs de cette brève publicité, chers auditeurs, pour vous inviter à vous abonner et à mettre un pouce, pourquoi pas. Quelques jours avant le spectacle, vous aviez le responsable marketing, si vous voulez, de l'événement, en quelque sorte, que les Romains appelaient l'éditor, qui placardait un peu partout des avis avec le nom des gladiateurs, leur nombre, les catégories de gladiateurs, etc. Et ces avis étaient affichés dans le forum lui-même ou dans les marchés les plus populaires de la ville. Et puis le jour du spectacle arrive, alors les gladiateurs vont former 2 colonnes étroites et parallèles et vont parcourir les ruelles étroites de la ville. On montrait d'ailleurs souvent des peintures de combat pour allécher les spectateurs, et cette procession qui avait un très très grand succès se nommait Traductio. À la fin de cette procession, les enfants attendaient avec impatience la venue de chars pesants qui arboraient des cages de métal, et à l'intérieur de ces cages de métal, on avait des bêtes féroces. À la suite de cette parade de lions rugissants ou d'hippopotames grognants, on faisait défiler enfin des hommes qui étaient condamnés à être dévorés par ces mêmes bêtes. Alors ces malheureux étaient enchaînés et chacun d'eux portait au cou une affiche ou un placard qui indiquait d'une part la nature de son crime, qu'avait-il fait pour être dévoré, et puis d'autre part le mot latin ad bestias, qui signifie celui qui est condamné à être dévoré par les bêtes. Nous avons du mal à imaginer aujourd'hui une telle mise en scène, mais ce que nous savons, c'est qu'elle était fort bruyante, et la procession marchait lentement au son des trompettes des tibicinaires, et accompagnée par des prêtres, et évidemment, j'allais l'oublier, les fameux mercurii, c'est-à-dire les employés, je n'ose pas dire de la mairie, mais de l'amphithéâtre, qui étaient chargés de récupérer les cadavres et de les sortir de l'arène. Car il faut savoir que dans ces amphithéâtres, l'architecture était très simple. On avait d'abord l'entrée du nom de Sana Wiwaria, où entrait la procession avant le spectacle, et puis vous aviez la sortie, la Libitinia, c'est-à-dire la porte des morts, car, ne nous faisons pas d'illusions, l'issue de ces spectacles était souvent fatale pour nos gladiateurs. Et c'est la raison pour laquelle, ayant la certitude de la mort prochaine, vous le savez tous, ils saluaient l'empereur en utilisant la formule célèbre « Ave Caesar moriturit et salutant », c'est-à-dire « Ô César, ceux qui vont mourir te saluent », et généralement le spectacle commençait. Alors ce spectacle commençait avec des échauffements. On combattait d'abord avec des petites épées en bois, et puis bien sûr, vous imaginez qu'au bout d'un certain temps, le public commençait à se lasser de ces exercices, et le public réclamait sa part de sang et de larmes. Le public exigeait donc de l'éditor la dimicatio ad cartum, c'est-à-dire le combat avec enfin des armes réelles. Je me permets de dire, chers auditeurs, que dans un combat de gladiateurs, le spectateur n'était pas simplement spectateur, mais également acteur. Ce qui fait que ces jeux n'ont pas vraiment de rapport avec les matchs de boxe actuels ou les matchs de MMA actuels. En effet, les spectateurs étaient très sensibles au sang qui était versé. Dès lors qu'ils observaient un gladiateur qui était blessé ou ensanglanté, ils s'écriaient en latin « hoc habet », c'est-à-dire « il l'a reçu ». Il a reçu un coup décisif. Et dès lors qu'il entendait ceci, le gladiateur alors baissait les armes. Il baissait ses armes, et dès lors qu'il reconnaissait bien sûr sa défaite, et il attendait alors le verdict de la foule.
Imaginez cette foule qui se levait comme une extraordinaire marée humaine, silencieuse un instant enfin, puis fermant le poing, pouce tourné vers le haut ou vers le bas, vers la vie ou vers la mort. Mais les spectateurs montraient leur pouce levé ou baissé, non pas aux gladiateurs, mais aux Vestales. Les Vestales qui étaient les prêtresses de Vesta, de la déesse du feu et du foyer, et ces Vestales devaient calculer en quelque sorte la majorité des voix, en quelque sorte. On comprend l'anxiété de nos gladiateurs dont la vie ne tenait qu'à un fil, c'est-à-dire qu'à la finesse d'interprétation des Vestales. Puis l'empereur lui-même répétait le signe des Vestales, et c'est encore une fois son pouce qui devenait le juge suprême, qui récompensait les braves et qui châtiait les lâches. Lorsque le pouce montrait le sol, notre gladiateur offrait le coup à son ennemi, qui alors disait de manière laconique « Consummatum est », il est fini. Il s'agissait pour les gladiateurs non seulement de se battre comme des lions, mais également de savoir mourir en artiste. Alors, qu'arrivait-il aux vainqueurs? Qu'arrivait-il aux happy few? Mais certains, je l'ai dit, étaient affranchis. Alors pour l'affranchissement, c'est-à-dire la libération du gladiateur, le prêteur présentait à notre gladiateur une arme qui s'appelait clava longa. Et nos gladiateurs allaient avec cette arme rendre grâce à Hercule, qui était le dieu ou le personnage protégeant les gladiateurs dans son temple, pour leur libération, et ils déposaient cette clava longa, cette arme, comme une offrande qui était faite au dieu de la force et au dieu du courage. Alors j'aimerais terminer, chers auditeurs, cette petite émission avec une histoire qui, pour une fois, c'est pas toujours le cas dans le monde des gladiateurs, est réjouissante. C'est l'histoire d'Androclès. Vous la connaissez peut-être. Androclès était un esclave. Et il fut malheureusement condamné à affronter un lion féroce dans l'arène du Colisée à Rome. Cependant, au moment où le lion s'apprêtait à attaquer, il reconnut Androclès comme l'homme qui, des années plus tôt, en Afrique, avait soigné sa patte qui était blessée. Et ce lion, au lieu d'attaquer notre Androclès, s'approcha de notre homme avec, on peut dire, une certaine douceur, se souvenant sans doute de leur amitié passée. Et l'empereur, qui était extrêmement étonné par cette histoire, accorda la liberté à Androclès et lui permit de garder le lion comme compagnon. Alors, il faut savoir que cette histoire a ému bien des poètes, notamment Victor Hugo, qui l'a rédigé de façon très poétique dans sa Légende des siècles. Nous évoquerons sans doute dans de prochains programmes certains gladiateurs célèbres, bien sûr, comme Spartacus, qui marquèrent l'histoire et qui furent des modèles gladiateurs qui n'hésitèrent pas à affronter la puissance de Rome.